Bienvenue chez Monsieur le Professeur. T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si tu vivais sous un régime totalitaire? Par exemple, comment aurais-tu agi face à la dictature nazie? D'un côté, chacun sera d'accord pour dire que les lois nazies étaient injustes et qu'il fallait se révolter. Mais d'un autre côté, quels moyens utiliser pour résister alors que toute la société et toutes les lois poussaient à l'obéissance totale et aveugle? Ce problème est abordé dans le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, La liste de Schindler, sorti en 1993. Dans ce film, Liam Neeson incarne l'industriel Oskar Schindler pendant la Seconde Guerre mondiale. If you want, you could run the company for me. Let me understand. They'd put up all the money, I'd do all the work. What if you don't mind my asking what you do? I'd make sure it's known the company's in business. I'd see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work, not the work. The presentation. Le film raconte le parcours de Schindler. D'abord citoyen allemand modèle, qui respecte la loi nazie, puis sauveur de juifs. Schindler incarne parfaitement le conflit philosophique entre deux types de devoirs. D'une part, l'obligation juridique de respecter la loi. D'autre part, l'obligation morale d'écouter sa conscience. Alors, qu'est-ce au juste que le devoir ? Et s'il y a conflit entre différents types de devoirs, faut-il se soumettre à notre propre conscience morale ou bien à une autorité extérieure à nous-mêmes? C'est ce que nous allons voir à travers l'histoire d'Oskar Schindler. Notre chaîne éducative propose des vidéos très riches dans ces matières, français, philosophie, histoire et géographie, ainsi que des cours particuliers en ligne, subventionnés, avec de vrais professeurs, diplômés, compétents et passionnés par leur métier. Leurs ambitions, exigences et excellence. Nous sommes en 1939 et l'Allemagne nazie vient de vaincre la Pologne. Oskar Schindler, membre du parti nazi, espère profiter de la situation. He came here with nothing. A suitcase. And built a bankrupt company into a major manufactory. And left with a steamer trunk. 2 steamer trunks full of money. Au début du film, c'est un industriel ambitieux qui a envie de réussir dans les affaires. Il aime l'argent, l'élégance et n'hésite pas à afficher son soutien au parti nazi. C'est ce que l'on appellerait un arriviste. Son but est d'atteindre le succès, quels que soient les moyens nécessaires. Schindler se soumet pleinement à ses obligations sociales pour se faire bien voir des militaires nazis. Un devoir est une obligation à respecter impérativement. Mais il y a différents types de devoirs. La politesse ou la courtoisie sont en un sens des devoirs sociaux, car ce genre de pratique facilite la vie en société et les bonnes relations entre les individus. Schindler l'a bien compris, puisqu'il se rend aimable auprès des bonnes personnes. Il joue parfaitement son rôle de chef d'entreprise ambitieux en jouant sur les codes sociaux pour se faire apprécier. Anticipating the enclosed bids will meet with your approval. And looking forward to a long and mutually prosperous association, I extend to you in advance my sincerest gratitude and very best regards. Oskar Schindler. Ainsi, Schindler constitue bien le citoyen modèle de l'Allemagne nazie. Et outre ses devoirs sociaux, il respecte également ses obligations juridiques. Il cherche toujours à être parfaitement en règle avec les lois de l'Allemagne nazie. Dans ce cas, on a affaire à un autre type de devoir. Respecter la loi est un devoir proprement juridique et non pas simplement social. En cas de violation d'une règle de politesse, il n'y aura pas de sanction officielle, bien que l'on puisse se sentir rejeté. Mais en cas de violation de ces obligations juridiques, la sanction sera également prévue par la loi. À première vue, Oskar Schindler semble parfaitement accomplir son devoir, que ce soit le devoir de politesse à l'égard des militaires ou le devoir politique de respecter les lois du régime.
Dans ces deux cas, il est parfaitement soumis aux règles implicites et explicites de la société nazie. Pas besoin de prendre des notes. Retrouve l'intégralité des explications dans un fascicule numérique sur le site internet Monsieur le Professeur. Tu trouveras de très nombreux conseils méthodologiques et des sujets corrigés. Si Oskar Schindler respecte apparemment les règles en vigueur, c'est qu'il a un but secret: gagner le plus d'argent possible et profiter des plaisirs de l'existence. You could make other things, couldn't you? Field kits, mess kits, army contracts. Once the war ends, forget it. But for now, it's great. You can make a fortune, don't you think? En un sens, il agit en hédoniste, égoïste et matérialiste. L'hédonisme est une philosophie qui place la poursuite des plaisirs individuels au-dessus de toute morale. L'égoïsme consiste à servir exclusivement ses propres intérêts, quitte à se servir des autres, quitte à faire son devoir que pour préserver les apparences. Le matérialisme consiste à réduire le sens de l'existence de l'humain à l'accumulation de biens matériels et à la maximisation des plaisirs corporels. Par exemple, Schindler n'hésite pas à s'installer dans un bel appartement confisqué à une famille juive. C'est pour cela qu'il décide d'exploiter des travailleurs juifs qui coûtent beaucoup moins que les travailleurs polonais. The Jews themselves receive nothing. The Poles, you pay wages. Generally, they get a little more. Are you listening? What was that about the SS? The rate? The what? The Jewish worker's salary. You pay it directly to the SS, not to the worker. He gets nothing. Schindler pourrait même dire qu'il remplit en cela un certain devoir naturel envers sa propre personne. Se protéger, prendre soin de lui en temps de guerre, accumuler des beaux objets grâce à l'argent qu'il a gagné, et jouir des différents plaisirs que sa situation lui offre. Comme tu peux le deviner, la vie d'Oskar Schindler va basculer lorsqu'il comprend ce qui arrive aux Juifs. Il va en quelque sorte découvrir qu'il existe une autre forme de devoir, plus authentique, plus puissante et réellement impérative. Cela commence lorsque Schindler reçoit les remerciements d'un de ses employés juifs. « Vous êtes un homme bon. » You're a good man. Il comprend alors que son entreprise ne fait pas que rapporter de l'argent, elle sauve aussi des vies. Schindler va peu à peu se mettre à la place de tous les juifs qu'il voit persécutés par les nazis. Mais le véritable point de bascule est l'évacuation du ghetto de Cracovie et l'internement de tous les juifs dans le camp de concentration de Plaszow. Schindler assiste de loin à l'opération. À partir de là, il va tout faire pour aider toutes les personnes possibles en les faisant venir dans son usine, même si au début, il est réticent. My name is Regina Perlman, not Elsa Krause. I've been living in Krakow and forced paper since the ghetto massacre. My parents are in Warsaw. Their names are Hanna and Jakob Perlman. They are older people. They are killing older people now in Warsaw. They bury them up in the forest. I'm begging you. Please. Please bring them here. I don't do that. You've been misled. Oskar Schindler a bien basculé, puisqu'il ne respecte plus la loi et qu'il corrompt les responsables du camp pour sauver les Juifs du camp. Que s'est-il passé? Au fur et à mesure, Schindler ne se contente plus de respecter ses obligations sociales et politiques. Il va plus loin. Il tente de sauver des gens alors qu'aucune loi ne l'y oblige. Il rencontre le devoir, mais le devoir véritable, le devoir moral. Faire le plus de bien qu'il est possible de manière désintéressée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je fais une bonne action de manière désintéressée, je n'attends aucune contrepartie. Je le fais parce que je sens et que je sais que je dois le faire, et non pas parce que j'espère une récompense ou que je veux éviter une punition. Faire le bien de manière inconditionnelle, c'est le faire, y compris s'il y a des risques. Schindler sent en lui le caractère impératif de ce que lui dicte sa conscience, et ce, quelles que soient les conséquences. L'obligation morale authentique n'émane donc pas d'une entité extérieure, comme la société, mais elle vient de soi-même. C'est la conscience morale de Schindler qui lui indique le bien et le mal, et c'est sa seule conscience qui l'oblige à sauver le plus de monde possible. Le philosophe allemand des Lumières, Emmanuel Kant, a nommé cela le principe d'autonomie. Quelqu'un qui agit de manière autonome
fait ce qu'il doit faire, non pas parce qu'on l'y oblige, mais parce que lui-même se sent obligé par sa propre conscience. Et rien ne peut l'en détourner. Dans ce cas-là, la conscience est le nom de cette instance universelle qui, en chacun de nous, nous rendrait capables de discerner le bien et le mal et d'agir en conséquence. Pour Kant, Schindler agit véritablement moralement lorsqu'il fait passer les commandements de sa conscience avant ses intérêts égoïstes. Schindler se comporte alors comme une personne pleinement morale et autonome. Il sait qu'il doit tout faire pour sauver les Juifs, qu'il voit être gratuitement exterminés par les nazis. Il le sait en lui et il n'a besoin de personne d'autre que sa réflexion pour le savoir. Conscient de sa responsabilité, Schindler va alors prendre de plus en plus de risques. Par exemple, il essaie de persuader le chef du camp qu'il est préférable de ne pas tuer les prisonniers juifs. Power is when we have every justification to kill, and we don't. You think that's power? That's what the Emperor said. A man stole something, he's brought in before the Emperor, he throws himself down on the ground, he begs for mercy. He knows he's going to die. And the Emperor pardons him. Il en vient même à violer délibérément la loi et à s'opposer à son absurdité. I violated the Race and Resettlement Act. Though I doubt anyone can point out the actual provision to me. I kissed a Jewish girl. Did your brick fall off? Le véritable devoir est donc un devoir moral d'humanité envers l'humanité entière. C'est pour cela qu'il décide alors d'utiliser tout l'argent accumulé pour racheter la vie de ses employés juifs. Il fait alors le bien absolu, de manière absolument désintéressée, inconditionnelle et altruiste. You're not buying them. You're buying them, you're paying it for each of these If names. you were still working for me, I'd expect you to talk me out of it. It's costing me a fortune. The list is an absolute good. The list is life. Le comportement d'Oskar Schindler permet ainsi d'illustrer la défense de la morale théorisée par Emmanuel Kant. Pour Kant, la véritable morale et la véritable liberté, ce n'est pas ne respecter aucune obligation, c'est être capable d'obéir, au contraire, à sa conscience sans être soumis à ses intérêts égoïstes ou à une autorité extérieure. Oskar Schindler s'est senti obligé par soi-même et il a manifesté son autonomie par rapport à toutes les règles extérieures. Il a authentiquement agi par devoir et non pas simplement pour se conformer aux apparences. Kant dirait que la loi morale de sa conscience s'est imposée à tous les motifs égoïstes. Pour Kant, cette loi morale présente en tout être rationnel consiste en ceci. Agis seulement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Autrement dit, Schindler savait ce qu'il devait faire parce qu'il avait conscience que l'humanité ne pouvait pas survivre si les profits personnels avaient comme condition l'extermination de masse. Il a agi en étant digne de l'humanité, il a fait en sorte que sa maxime, la règle de son action, soit absolument souhaitable pour l'humanité. C'est ce que défend Kant. Une action est absolument bonne si sa maxime peut être universalisée, sans dommage pour l'humanité. En ce sens, c'est la bonne part de l'humanité qui a agi à travers Schindler. Il a fait ce que tout être humain aurait dû faire à sa place. Tel est donc le devoir ultime. Agir comme si toute humanité agissait avec nous et en nous. On retrouve d'ailleurs ce principe d'universalisation à la toute fin du film. Cela se passe dans une scène très émouvante lorsque le comptable de Schindler le remercie en passant par une citation du Talmud. It says whoever saves one life saves the world entire. Tel serait alors le sens authentique du devoir. Si tu aimes, tu peux liker, commenter et t'abonner pour me soutenir. À très bientôt! Ils
Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés.